If I give my heart to you, will you handle it with care? Will you always treat me tenderly and in every way be fair? Bonjour à tous. Donc Valérie Mregen, qui est auteure, plasticienne et vidéaste, ça fait déjà beaucoup, et qui présente une exposition ici à la Comédie de Béthune en lien avec le Lab Lavant, et qui a aussi un spectacle qui se joue en ce moment à la Comédie de Béthune et que je mets en scène. Et on joue encore ce soir au studio à 20h, si jamais vous avez envie. Donc voilà, le 5e épisode de Écrire pour le théâtre. J'avais envie d'inviter Valérie pour un peu ouvrir sur la question à la fois du théâtre et de la représentation des textes. C'est vrai que Valérie a commencé en tant que plasticienne et qu'au fur et à mesure dans son parcours, le théâtre est arrivé. Pour commencer, j'avais envie de commencer sur la question du public. Qui dit théâtre dit public. Et peut-être de partir d'un exemple précis d'un autre plasticien qui aborde aussi la scène de plus en plus, qui est Olafur Eliasson, le plasticien danois, et qui a créé, il y a en 2007, une œuvre qui s'appelle Echo House, je ne sais pas si tu connais, qui était un principe très simple, où en fait, c'est un dispositif scénique avec un miroir sur le plateau, et devant, il a installé un orchestre symphonique, qui était en lien avec le public, et c'était en fait les bruits du public qui composaient l'œuvre orchestrale. C'est-à-dire les chuchotements, les quintes de toux, les réflexions, les bruits de portable étaient repris en direct par le public, par l'orchestre. Et c'est ça qui faisait l'œuvre. Et j'ai repensé à ça en visitant l'exposition la semaine dernière, en me disant aussi que chez toi, Valérie, il y a cette chose-là où c'est, d'une certaine manière, quand moi je me retrouve face à une vidéo de Valérie Mregen, j'ai l'impression que c'est moi qui suis en train de fabriquer l'œuvre que je suis en train de voir. Est-ce que ça c'est quelque chose? Est-ce que parce que ce sont des œuvres qui sont la plupart du temps basées sur le texte, sur le dialogue, ou en tout cas sur les mots. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu... En fait, moi je ne connais pas cette pièce de Olafur Eliasson, mais ça me donne assez envie de la voir, ce que tu racontes. Mais en tout cas, l'expo, puisque vous en venez là, pour la plupart, ce ne sont pas des œuvres interactives, puisque les films sont faits, et donc il n'y a pas cette dimension où, je sais pas, on peut à un moment donné interférer sur le déroulement du programme, par exemple, ou quoi. Mais je pense qui peut-être tient plus au sujet qui m'inspire, qui sont assez liés à nos souvenirs, à nos maladresses. Donc, ce sont des choses, en tout cas là, sur les trois films de la trilogie, il y a cette idée de phrases qu'on s'approprie tous, de clichés dont on croise à un moment la route, ou de choses qui sont en partage, quoi. Puis bon, c'est vrai que les films avec les enfants, je ne me rends pas compte, c'est difficile pour moi de savoir si finalement c'est fait exprès, ou qu'on a l'impression d'avoir fait les films, ou pu faire les films. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de ma part une certaine neutralité, en fait. C'est-à-dire que les enfants, ils parlent, je les filme, alors quelquefois je les relance en leur posant une question, et quand, pour les besoins du film, je laisse la question pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Mais en effet, c'est comme si la caméra était toute seule à les filmer, et donc c'est eux qui s'expriment, en fait. C'est un peu, je ne sais pas si ça répond à ton interrogation, mais il y a cette idée que c'est un portrait frontal, voilà, la mise en place, elle est très simple, et finalement, à partir d'une question, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que va dire la personne, et comment elle va venir, et
Mais si on s'arrête juste un instant sur cette vidéo avec les enfants, par exemple, ta présence à toi, elle a l'air beaucoup plus marquée que dans les autres vidéos que tu peux faire. Est-ce que ça c'était un choix, par exemple, de ta part? Dans les vidéos avec les enfants, ma présence est plus marquée? Non. Oui. Ah oui. Parce qu'on a l'impression qu'ils répondent à une... Bah oui, parce que d'abord il s'adresse à quelqu'un qui est derrière la caméra, on devine. Donc forcément, dès l'instant où il parle à la caméra, on suppose, même si on n'entend pas systématiquement, qu'il y a une question qui est à l'origine de leur réponse. Et c'est aussi parce qu'ils regardent l'objectif, ils regardent le spectateur, en fait. Alors que dans les films de fiction, finalement, c'est une scène qui est jouée. Il n'y a pas cette idée d'un dialogue, en fait. Et puis en plus, même dans les films avec les enfants, il y a plusieurs moments que j'ai gardés dans lesquels les enfants parlent indirectement de moi ou me parlent. En disant mais parle à la dame, c'est pas ça qu'elle nous a demandé, etc. Donc c'est vraiment des choses qui se produisent voilà, de manière fortuite et que j'avais envie de garder parce que ça tourne intéressant dans le montage à chaque fois. C'est vrai que pour moi, il y a vraiment, on voit bien dans l'exposition ces deux courants. Ouais. Des pièces qui sont extrêmement composées, même dans le cadre, dans l'écriture, etc., dans la direction d'acteur, parce qu'évidemment, c'est une explication-là, il y a la question de la direction du comédien. Dans Au Sauvage, il y a une petite phrase où le père se questionne sur le travail de sa fille et lui dit « Les œuvres que tu vas présenter, ce sont des vidéos, ce ne sont donc pas des tableaux. » Et effectivement, il y a cette... si on se dit que Au Sauvage est une pièce qui peut être considérée comme autobiographique à certains endroits, est-ce qu'on pourrait dire de tes vidéos que ce sont des tableaux qui parlent? Il y avait un peu cette idée, il y a toujours eu les premières vidéos que j'ai faites, c'était des plans fixes, assez composés, avec des gens qui se parlaient, des parties de d'une table, donc c'était assez proche finalement d'une composition picturale animée. Enfin, visuellement, il y avait quelque chose. Moi, je posais ma caméra sur un pied et puis c'était un plan séquence avec quelquefois quelquefois deux, quelquefois trois personnes autour d'une table et guère plus parce que je ne pouvais pas tellement multiplier les axes. Donc, voilà. Mais après, ce que j'ai repris dans Le Sauvage, inspiré par mon père, c'est parce que si il est assez néophyte, il ne connaît pas vraiment, il n'a jamais voir d'exposition contemporaine, etc. Donc c'est une façon de pointer la différence qui existe entre nous, en fait, entre mon activité et puis lui, son activité professionnelle, on l'a traité, mais c'est vraiment deux mondes qui se connaissent pas. Et donc c'est un étonnement aussi chez lui, mais par connaissance, et voilà, par étonnement vraiment de dire c'est pas de la peinture, donc qu'est-ce que c'est en fait? Mais tu as même, il y avait un projet pour Arte aussi où tu as mis en mouvement un tableau de Hopper. Concrètement, conférence de nuit? Conférence de nuit. En fait, c'était une commande autour de Hopper et on était 10 réalisateurs pour la possibilité de choisir un tableau et de faire quelque chose à partir de ça. Mais de manière assez libre en fait. Ça pouvait être, par exemple, Mathieu Amalric, lui, a filmé un tableau de Hopper, vraiment des détails de la toile. Et en voix off, il y a tout un texte qui est dit par Frédéric Weisman. Certains ont fait des films d'animation. Et moi, j'ai choisi ce tableau qui a une lumière, évidemment, assez réelle, comme dans la plupart des tableaux de Hopper. Et j'ai eu envie, c'est d'ailleurs une envie assez littérale, de reconstituer le tableau en faisant tout un décor, en vraiment étant au plus près de la composition. Voilà, donc comme si le tableau, en effet, s'allumait et qu'on avait la conversation, enfin, ce que j'imagine moi de leur conversation, à un moment donné. En fait, si je me souviens bien, comme il y a un ray de lumière
qui arrive très très fort par la fenêtre et que c'est la nuit, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il y ait un rayon aussi puissant, un rayon lumineux aussi puissant, ça doit être une sorte de phare, quelque chose qui tourne, qui revient et tout d'un coup qui éblouit un peu les personnages et à nouveau ils sont plongés dans le noir. Donc j'avais imaginé une sorte de conversation un peu 1, 2, 3 soleils, quoi, enfin, qui s'interrompt quand la lumière s'en va. Et puis à chaque fois ça revient, ils disent mais où en étions-nous déjà? Et puis ils reprennent une conversation complètement différente. Enfin, c'est un peu le principe de la vidéo et ce qu'ils racontent n'a pas tellement de sens, c'est un peu absurde. Mais il y avait la volonté de s'imaginer ce qu'il était en train de raconter. Enfin, oui. Il y avait une vraie composition textuelle, je veux dire. C'était pas du tout une... Oui, mais qui fonctionne sur une interruption constante, en fait. Ma très chère petite fille, j'ai bien reçu ta lettre et j'espère que tu continueras à m'écrire souvent. De toute façon, j'espère que tu me reviendras vite. J'espère que tu continues à bien te porter et que tu travailles déjà. Je vois que New York te plaît et que tu es contente, alors nous sommes contents aussi, malgré qu'on voudrait te revoir le plus vite. Dis-nous quand penses-tu revenir. Enfin, chez nous, c'est comme d'habitude, sauf que Sylviane est grippée et reste à la maison, et que moi, je ne suis pas fort bien. Ma tension est basse et je prends des médicaments et des fortifiants. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je suis triste. C'est samedi, nous sommes au magasin, il fait calme, on s'ennuie. Le soir, nous irons manger avec des amis et c'est tout pour mon anniversaire. Bientôt, c'est le tien et je te souhaite tout le meilleur au monde, tu le sais bien. Écris-moi au sujet de ton travail et de tout, de New York. Je suis impatiente d'avoir de tes nouvelles. Nous t'embrassons tous les trois bien fort et pensons à toi tout le temps, ta maman qui t'aime. Ma très chère petite fille, je suis on ne peut plus heureuse d'avoir de tes bonnes nouvelles et si vite. Tu dois continuer, ça me fait énormément de bien de te lire. Je suis contente que tu sois mieux car je me faisais du souci, Dieu merci, cela va mieux. Papa est content quand je lui lis tes lettres, il espère que tu deviendras célèbre. Ma chérie, tu sais qu'on t'en veut pas d'être partie sans rien nous dire, mais tu dois nous tenir au courant. Nous t'aimons et pensons à toi tout le temps, tu es notre amour. Je rêve aussi de toi, tu l'imagines, comme je voudrais te savoir heureuse. Et tes lettres me font beaucoup de bien, continue. Enfin, ma chérie, je te donne de nos nouvelles. Papa et moi on travaille, la saison d'hiver est terminée, et on commence l'été. Pour le moment, il fait un peu calme et le temps est doux et on espère que cela ira. Ma santé laisse un peu à désirer, j'étais chez le médecin car j'ai des bouffées de chaleur qui me laissent sans force. J'ai pensé que c'est déjà mon retour d'âge, mais il paraît que c'est la faiblesse. Enfin, je prends des fortifiants, c'est toujours la même chose. Sylviane aussi a été malade, la grippe. Aujourd'hui, elle a été à l'école pour la première fois. Papa fait un régime, le docteur lui a dit de maigrir de 4 kilos,
et il prend un médicament et il n'a pas faim. Enfin, à part cela, tout va bien. Ma chérie, continue à bien te porter, que tout aille comme tu veux et pense que nous on ne veut que ton bonheur. Je t'embrasse de mon cœur ainsi que papa, Sylviane et toute la famille, ta maman qui t'aime tendrement. Donc le projet de ce film-là, c'est Chantal Akerman qui part à New York, donc je crois dans 74-75, et qui, quelques années après, va reprendre les images qu'elle avait tournées lors de son séjour et va lire par-dessus ces images-là les lettres qu'elle reçoit de sa mère. Un système très simple, et qui également, ce qu'on retrouve en écho dans Au Sauvage, c'est cette espèce d'absence de réponse. Comme si la personne qui recevait là les lettres ou qui reçoit les conseils et les remarques de son père n'était pas là. Cette double temporalité-là, est-ce que ça c'est quelque chose qui était... Ah oui, moi c'est vraiment une référence pour moi ce film et que je cite assez volontiers quand je repense au moment où j'ai eu l'idée d'écrire un texte donc sauvage, inspiré comme ça de mon père, enfin en tout cas d'une relation entre un parent et un enfant. Et en fait, ce que je trouvais beau dans ce film, c'est que c'est elle qui lit ses lettres, donc elle prend la place de sa mère, mais d'une manière qui à la fois la place elle dans son rôle de fille, puisqu'on sait qu'elle est la destinataire des lettres, et en même temps je trouvais assez beau cette appropriation en fait, comme si finalement c'était une parole qu'elle pouvait elle aussi peut-être à transmettre à quelqu'un d'autre, ou enfin que c'était une façon de redistribuer finalement cette parole-là, là en l'occurrence à un public en fait, puisqu'il s'agit d'une œuvre, mais que à la fois ça s'adresse à elle, ça s'adresse à nous, ça s'adresse à l'enfant qu'on est vis-à-vis de nos parents. Et en fait, moi je me suis retrouvée à un moment donné à me demander comment je pouvais parler de cette relation parentale. Enfin, parentale, j'aime pas dire ce mot parce que je trouve que c'est un peu, c'est pas forcément juste, mais en tout cas cette relation avec un parent. Et j'avais à un moment imaginé une sorte de correspondance fictive, parce que j'aime beaucoup cette forme épistolaire, même quand j'aime bien lire par exemple des correspondances, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce ne serait pas une façon juste de parler de cette... ce que moi je ressens vis-à-vis de mon père, enfin, en l'occurrence, puisque c'est lui qu'il s'agit. Et qu'en fait, ce qui caractérise notre relation, c'est précisément ce truc à sens unique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette parole qui tourne comme dans un tambour de machine à laver, avec la répétition de certaines maladresses, en même temps une parole assez aisante, aimante, etc. Et en même temps, moi, j'ai pas le souvenir en face d'avoir vraiment pu établir un dialogue avec lui, enfin d'avoir pu vraiment répondre à qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, tu me racontes jamais ce que tu fais. Finalement, c'est toujours en fait la déploration du fait qu'on n'arrive pas à se parler, et donc c'est comme si il faisait un peu la question et la réponse, quoi, ou que la réponse était incluse dans la question à chaque fois. Et on devine finalement dans tout ce qu'il dit qu'en face, il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment de place pour répondre, et que c'est donc pas un dialogue. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, je vais faire comme un playback de toutes les phrases que j'ai entendues, enfin de toutes les phrases représentatives qu'un enfant peut entendre comme ça au cours de son évolution, avec un pic peut-être au moment de l'adolescence, avec sur l'habillement, etc. Enfin, bon, il se trouve que voilà, ça revient comme ça dans le livre. Et y compris sur mais tu devrais te confier, je suis là pour t'écouter, mais en même temps, tout en disant ça, finalement, c'est toujours la parole du père qui est présente. Et donc c'était une façon de faire un portrait, quand même un double portrait, mais en choisissant d'accentuer
cette absence de vrai dialogue, voilà, par l'omniprésence de la parole du père, mais qui en même temps est reprise par la fille, quoi. Donc évidemment, le fait que ce soit moi qui écrive ensuite toutes ces phrases, qui les note, c'est une forme d'appropriation aussi. C'est ma réponse d'une certaine manière. Enfin, c'est la réponse que j'ai pu donner, voilà, qui était une façon de parler de notre relation qui n'en est pas vraiment une, mais qui est telle qu'elle, quoi, qui est telle qu'elle est. Enfin, une sorte d'impasse. Voilà. Donc c'est plus un mouvement vraiment qu'un fragment particulier, c'est vraiment un ensemble. Pourquoi ça s'arrête par exemple? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a 396 fragments. Qu'est-ce qui les constitue? Comment est-ce qu'il y a, quand tu te représentes un peu le livre, est-ce que tu vois un arc? Est-ce qu'il y a un moment où parce que le dernier fragment n'est pas plus significatif qu'un autre, on pourrait dire. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, je me suis posé la question en voyant le spectacle hier, en me disant, mais au fond, le début, il fait plus début d'une certaine manière, parce qu'il y a un peu un coup de gueule, on rentre un peu dans un moment d'énervement, donc on est typiquement de plein pied dans une relation où voilà, il y a une sorte d'agacement dans l'air, enfin voilà. Et alors qu'à la fin, finalement, ça se termine presque comme un enregistrement, clac, la cassette est terminée, quoi. C'est un peu cette idée en fait. Mais je crois me souvenir qu'en fait, à la fin, il y a une histoire il se met à parler pas mal de maladies, etc. Un ami à lui qui s'est fait opérer, on lui place un petit ballonnet, et c'est comme un parapluie, comme un cœur qui bat. Et en fait, à un moment donné, je crois que j'ai arrêté là-dessus parce que ça me semblait être une façon à la fois de parler d'une inquiétude qui est la mienne, et que j'ai écrit ce livre au moment où mon père vit toujours, parce que je savais qu'il fallait le faire maintenant, et qu'en même temps, voilà, il vieillit, donc c'est des choses qui reviennent comme ça de plus en plus. Puis il y avait cette idée du mouvement quand même, d'un petit objet comme ça qui entretient peut-être artificiellement une sorte de battement. Et pour moi, c'est aussi une façon de résumer, enfin de résumer, mais de parler un peu de notre relation en fait. Quelque chose qui est régulier, parce qu'on se voit assez régulièrement, et en même temps, c'est un peu un encéphalogramme plat, quoi. Il y a un truc qui est un peu qu'on pourrait entretenir comme une respiration artificielle. Donc, et en même temps, ça bat toujours, donc il y a toujours quand même quelque chose qui est là. Mais c'est de l'ordre de la mécanique, c'est un objet, une place de l'extérieur pour maintenir en vie, parce qu'il y a aussi en filigrane beaucoup, on sent que le personnage est assez déprimé du père. Donc voilà. Mais le personnage en creux aussi, enfin la représentation de la jeune fille est une personne qui est plutôt assez recluse sur elle-même. Non, je crois qu'à un moment donné, en fait, quand j'ai écrit ce texte, je me suis rendu compte que ça pouvait, ça aurait pu peut-être continuer, qu'en même temps, cette idée de répétition, elle était déjà, elle revenait quand même assez souvent. Il y a comme un motif qui se décline, qui revient, etc. Donc, dans mon système comme ça de phrases presque retranscrites telles quelles, si je voulais garder cette forme-là, ça me semblait la bonne longueur. Enfin, disons que ça aurait pu tomber vraiment en quelque chose de bien redondant. Mais je pense que si j'avais choisi une forme différente, narrative peut-être, j'aurais sans doute fait, j'en sais rien, mais peut-être un texte qui se serait terminé en tout cas d'une manière, plus comme une chute dramatique, etc. Mais en tout cas là, c'était l'idée de la fin de la cassette, et puis ça se termine là-dessus, de manière tu parles du livre comme si, presque en termes cinématographiques, tu parles de rythme, de collecter des paroles, de les mettre ensemble. C'est comme si effectivement tu étais à l'œuvre avec un banc de montage.
Oui, il y avait Est-ce qu'il y a une équivalence un peu pour toi oui, ben en fait, oui et non, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a bien sûr l'idée du montage qui est assez présente, c'est-à-dire que souvent, quand j'écris, je suis une sorte de chemin un peu qui se trace au fur et à mesure, en fait. Donc, je pense à quelque chose, puis ça me fait penser à quelque chose, et puis donc les choses s'entraînent comme ça les unes les autres. Et puis à l'intérieur de ça, quelquefois, je fais du montage. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me dis, ah bah tiens, je décide assez consciemment que par exemple, dans le Sauvage, il va y avoir un fragment où le père est assez maladroit ou voire violent, et puis hop, la phrase d'après, il va dire au contraire quelque chose plutôt tendre. Et donc cet effet noir-blanc, comme ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais donner. Après, justement, j'ai essayé aussi de casser ça, que ce soit pas systématique. Parfois, il y a 3 extraits qui se suivent, qui vont dans le même sens, puis après, hop, on repart. Il y a l'idée de faire un truc en temps de scie, mais en même temps avec des plages plus ou moins régulières. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime faire aussi, le montage. J'aime bien qu'il y ait des correspondances, un peu comme en psychanalyse, quoi. Tout d'un coup, un mot déclenche une autre idée, ou comme par hasard, les choses se répondent sans qu'on s'en soit rendu compte. Mais en même temps, ça reste, c'est vraiment un texte pour moi. Je me posais la question de peut-être filmer, enfin dans une vidéo, je ne sais pas, filmer un comédien par exemple. Mais c'était pas destiné pour le théâtre. Non, c'était pas destiné pour le théâtre. Enfin, je ne l'ai pas écrit comme en disant ça sera une pièce ou un spectacle. Mais en même temps, c'est un monologue. Donc il y a quand même cette idée de quelque chose qui peut être dit par un acteur ou une actrice, qui est une parole adressée. Donc je crois que en fait, depuis le début, quand même, j'avais en tête cette possibilité de pouvoir... Plus que tes autres textes. Ouais. En parlant d'adresse, on va peut-être regarder une autre de tes vidéos, Michel et Aurore, qui est une vidéo qui précède de quelques années au Sauvage. Tu sais, tu devrais faire un petit régime. Tu commences à prendre du poids, c'est dommage. Je te dis ça pour ton bien. Et puis tu devrais essayer de t'habiller un peu mieux. Regarde-moi ça, comment t'es fagoté. Tu sais pas te mettre en valeur. Je te dis ça parce que je t'aime. Parce que j'ai envie que tu sois jolie, que tu te sentes bien. Tu pourrais faire attention, regarde. T'as un derrière énorme, on dirait un éléphant. Tu devrais manger moins de sucreries et essayer de faire un peu plus de sport. Si tu veux, tu peux venir courir avec moi le dimanche matin, ça te ferait du bien. Tu devrais t'épiler le duvet au-dessus de la lèvre. C'est pas très joli, ça tombe comme ça, noir. Tu sais, c'est pas honteux d'aller chez une esthéticienne. Tu devrais essayer de te coiffer un peu mieux, parce que là, franchement, on dirait un zombie. C'est pas pour t'embêter que je te dis ça. C'est parce que je m'intéresse à toi. Je crois que je prendrais la peine de te parler, sinon. Et je trouve que tu pourrais faire un petit effort. On dirait que tu le fais exprès. Mais c'est vrai, regarde-moi cette allure. Tu fais tout pour ne pas être attirante. Je peux venir choisir des vêtements avec toi si tu veux. Puis tu pourrais te maquiller un peu de temps en temps. Mettre un joli rouge à lèvres, un petit collier par exemple, je sais pas. Puis tu pourrais sourire aussi un peu plus. Au lieu de faire la tête tout le temps comme ça. On dirait qu'on t'ennuie. Vraiment, c'est pas très agréable pour les autres.
N'hésite pas à me demander conseil si tu as besoin ou si tu as un problème ou quoi que ce soit et que tu veux m'en parler. Tu sais que je suis toujours là. Cette vérité n'est pas bonne à dire. Ça fait sourire parce qu'il y a vraiment des répliques qui sont quasiment mot pour mot celles de Au Sauvage. Et en même temps, la violence de voir la personne qui reçoit, enfin là, pour le personnage qui écoute, c'est extrêmement violent. Oui, bah, en fait, c'était une première façon d'utiliser ce matériau, quoi. Enfin, ces paroles comme ça, de mettre en scène cette relation parent-enfant, parent-ado, quoi. Oh, ben, il ne l'accepterait pas. Comment? Il ne l'acceptera plus maintenant. Ouais, c'est vrai, peut-être. C'est possible. Ça dépend des ados. Mais... Et tu avais fait une lecture de ce texte de Au Sauvage. Il y avait deux acteurs sur scène ou c'était un seul acteur qui était en charge? Non, en fait, moi j'ai fait une lecture de presque tout le texte, je crois. Et puis j'avais fait une lecture d'un fragment en subsistance à Lyon il y a quelques années dans un marché. Dans le cadre il y avait tout un festival littéraire et du coup c'était l'occasion. Est-ce que tu dis souvent dans les interviews que c'est les mots qui t'ont amené à la littérature, qui t'ont amené à faire des livres, par exemple, quand on regarde la petite trilogie cachée là. Est-ce que c'est les comédiens qui t'ont amené au théâtre? Comment ça s'est fait la rencontre avec le théâtre? Parce que dans les vidéos, on retrouve des comédiens qu'on voit aussi sur les... Ben là, par exemple, pour cette vidéo, je cherchais... Alors, je voulais que ce soit une femme pour aussi du recul par rapport à l'origine de ma relation avec mes parents. Enfin, j'ai toujours aimé faire un changement comme ça assez radical pour basculer dans la fiction. De cette manière, c'était une façon comme une autre de... Donc, je cherchais une comédienne. Et puis, je ne sais plus comment j'ai connu Michel Moretti, mais en fait, je crois que c'était en m'intéressant, en fait, en ayant envie de mettre en scène des comédiens pour les vidéos, j'ai rencontré des comédiens qui se disputaient. Enfin, ça s'est fait un peu au cas par cas, de manière informelle, enfin, par le bouche à oreille, tout ça, c'était un peu vivant avec les moyens du bord, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment de production, je tournais chez moi ou chez des amis, avec une caméra, je pouvais pas vraiment payer les gens, donc... Et c'est, en fait, je pense que ce qui m'a amené vers les comédiens, c'était l'envie d'être confrontée aussi à ces textes-là, et déjà de les mettre en scène, c'est-à-dire de les mettre à distance de moi, en ayant en face des gens que je ne connaissais pas, qui ne connaissaient pas, et qui allaient apporter aussi autre chose, en fait, et d'être vraiment dans le travail. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais écrit ces dialogues, etc. Et c'est plus tellement ça qui était important, c'était comment dire, voilà, comment formuler les choses, est-ce qu'il faut se mettre comme ci, comme ça, comment trouver des bons rythmes. Et le fait d'avoir en face de moi, à l'époque, en plus j'étais assez timide, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc le fait d'avoir des gens qui étaient professionnels, ça m'obligeait à être précise, à être claire, et passer un peu. Je voulais pas prendre des copains, des gens. Je connais un peu les gens, si moi c'est ma sœur, là vous voit. Mais en même temps, il y a un mélange voilà, entre finalement sortir quand même du cadre familial, privé, amical, pour aussi me confronter à un autre espace, en fait, et sortir aussi de mes histoires. Je pense qu'il y avait cette idée-là, d'aller vers l'extérieur. Et puis en plus, je sentais que j'avais envie de révéler la part comique de tout ça, et c'est avec les acteurs aussi que c'est possible, en fait.
Dans la C'est vrai que direction Michel d'acteur. Moretti, elle est très drôle, donc on a tout de suite bien accroché aussi avec ça, quoi, en fait. C'est vraiment... Et est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de Trois Hommes Verts, qui est là purement Ouais. théâtrale, qui est destinée au théâtre? En fait, donc c'est un spectacle public que j'ai fait l'année dernière, en février 2014, et qui est un spectacle pour enfants au départ. C'était la première fois que je travaillais dans la scène, et j'ai fait donc ça s'appelle Trois Hommes Verts, et j'ai fait un spectacle qui met en scène trois hommes verts, donc des martiens qui arrivent dans une soucoupe et qui découvrent des objets de la vie terrestre et qui ne savent pas exactement comment les utiliser. En fait, sans le savoir, ils inventent le bruitage. En fait. Enfin, en tout cas, ils s'approprient des gestes de bruiteurs et évidemment une façon complètement détournée, inhabituelle d'utiliser les objets. Donc, il y a un travail... j'avais pas écrit la pièce, parce que c'est pas vraiment une pièce, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a écrit avec les comédiens au plateau, à partir d'une idée, en fait. On a beaucoup improvisé ensemble, on a inventé une langue martienne. Mais c'est pas écrit en français en tant que tel. Non, et ça s'est vraiment fait au fur et à mesure du travail, ensemble. Et donc paradoxalement, ton travail est quand même repéré aussi pour l'utilisation des mots, d'un discours beaucoup aussi sur les clichés, sur les stéréotypes, etc. Et quand tu arrives au plateau, tu utilises des mots qui sont justement incompréhensibles. Oui, parce qu'en fait, quand on m'a fait cette proposition de faire un spectacle pour enfants, assez intuitivement, je me suis dit que j'avais pas envie de faire quelque chose de narratif, de raconter une histoire. Et j'avais envie de faire quelque chose sur le son, sur les bruits, voilà. Donc, parce que n'ayant aucune expérience du spectacle pour enfants, déjà par exemple quand on me demandait à partir de quel âge c'est donner un créneau, j'étais absolument incapable. Moi j'ai un enfant qui est petit, mais jusqu'à maintenant c'était assez compliqué pour moi de savoir à partir de quel âge on raconte une histoire, à qui on s'adresse, comment rassembler les éléments qui font que pour un enfant c'est intéressant ou pas. Donc je me suis dit, bon, et puis en plus l'idée c'est que ce soit tout public, donc aussi pour les adultes, leurs parents, etc. Et voilà, assez naturellement j'ai eu envie de faire quelque chose sur la façon dont les groupes de travail, que je trouve à la fois intéressant, drôle, inattendu. Et puis c'est vrai que la langue martienne, je me suis dit c'est l'occasion de faire quelque chose. On sent qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à comprendre dans tout ce qu'ils racontent, et en même temps c'est assez agréable de les écouter, surtout de les entendre faire tous ces bruits. Et dans le rapport avec le public, puisqu'on a commencé par ça, est-ce que là tout d'un coup tu as pu pouvoir rencontrer les gens qui regardaient la pièce, les spectateurs, etc. J'ai beaucoup rencontré les enfants. Ouais, les enfants, surtout après le spectacle, souvent les rencontres. Ils faisaient beaucoup de questions. Mais c'est souvent des questions assez précises sur la situation, pourquoi ils font ça, pourquoi ils se battent, parce qu'à un moment il y a une scène de baston entre les martiens, parce que en fait, les bruiteurs utilisent beaucoup de légumes pour tout ce qui est craquement d'eau, d'os, ligaments, etc. Donc évidemment, je trouvais ça assez drôle de faire toute une séquence où Victor du céleri, comme ça craque, et puis eux, ils font un mouvement exagéré du bras, et on a vraiment l'impression. Donc, en fait, les enfants, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi tout d'un coup ils se battent alors qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire. C'est assez drôle. Ou alors, c'est des questions sur est-ce que la soucoupe vole vraiment, comment vous l'avez fabriquée, est-ce que vous avez la fumée. Ces questions sont assez précises. Et ça t'a donné envie de continuer à faire une autre activité? Ouais, c'est assez bien. Pour les enfants? Pas forcément. Et dans le rapport avec les acteurs aussi, ça c'est quelque chose qui t'a
dans la durée, je veux dire, dans les vidéos, c'est vrai que c'est pas du tout. Oui, bien sûr. Enfin, là, Oui, en tant que metteur en scène, je ouais. vois très bien que c'est pas du tout la même c'est pas temporalité. mais c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Parce que finalement, les vidéos, c'était souvent des temporalités qui sont très courtes, sous une forme brève. C'était aussi lié à la façon dont moi je pouvais travailler à ce moment-là, pas faire vraiment de montage parce que c'était trop de choses à gérer en fait, je crois. Et puis bon, finalement c'était des dialogues qui duraient 2-3 minutes, donc c'était bien de faire une séquence, mais en fait assez vite, comme j'en ai fait toute une série, je sentais que c'était bien aussi de rentrer dans une temporalité qui a un souffle différent en fait. Et ça m'attire, ça m'intéresse. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas j'ai assez envie de faire quelque chose. Alors, ça sera beaucoup sur, là l'idée que j'ai c'est un peu sur la répétition, sur des gestes obsessionnels, etc. Mais justement avec l'idée quand même d'une évolution. Mais on avait, le projet de Troisième Verre avait à la fois de la vidéo, du son, du jeu de comédien. Il y a toujours cette espèce de pluralité des approches aussi. Je pense à une vidéo qui est ici, qui s'appelle Vraiment, avec l'acteur qui va enfiler des t-shirts les uns sur les autres. Et immédiatement, on est en train de regarder quelque chose, on lit les textes, le texte raconte une histoire qui n'est pas forcément ce qu'on voit en même temps. Il y a tout le temps comme des espèces de niveaux différents de... Ouais. Dans Troisième Verre, en fait, je sais pas, je suis partie de l'idée que ces martiens provoquaient les rêves d'un enfant et qu'il y aurait donc un écran sur lequel il y aurait projeté des films d'animation. En effet, il y a cet aspect, il y a une partie film, une partie ce qui se passe sur le plateau et ça dialogue un spectacle. Toujours un peu de multipiste. Ouais. Et c'est vrai. Peut-être que là, ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être un petit peu plus épuré, je crois. Mais c'est vrai que là, un spectacle pour enfants, je me suis dit, bon, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de choses à regarder, que ce soit assez foisonnant, assez coloré, les objets, c'était intéressant aussi, c'était de trouver les objets qui soient à la fois sonores, en même temps visuels. On les a choisis. Vous avez travaillé avec des producteurs? Ouais, avec un producteur qui nous a conseillé sur les gestes. Enfin, qui a beaucoup travaillé avec les comédiens pendant une semaine, il a montré comment utiliser, faire les bruits, quoi. L'inclinaison par rapport au micro, etc. En fait, c'est parfois pas évident. Là, on a changé de comédienne à un moment donné. Elles ont travaillé ensemble l'une et l'autre pour la passation, entre guillemets. Et certains gestes qui sont pas assez évidents. Donc, en fait, le producteur m'a fait une liste de plein d'objets qu'il utilise. Souvent, ils se déplacent avec un camion entier de Galrac. Et puis moi, à l'intérieur de ça, je me suis dit, bon, ça, sur une scène, c'est intéressant, ça moins. Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas du tout visuelles, qui sont à peine visibles. Il faut quand même qu'on puisse voir depuis la salle. Donc, j'ai fait un peu un choix. C'était un peu les critères, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit intéressant à l'oreille, mais aussi visuellement. Par exemple, il y a des objets, ils utilisent beaucoup le film plastique, mais en fait, à utiliser, c'est vraiment, c'est pas très beau, puis ça fait vite de peau, un peu de mille, de serpent, ça ressemble à rien. Puis en plus, c'est un bruit très très subtil, il faut vraiment être tout à côté du micro, ça fait des froissements. Donc bon, après, il y a vraiment des critères comme ça qui sont. Et puis évidemment, il y a certains objets qui sont drôles à voir parce que par exemple, un paquet de maïzena qui est écrasé comme ça avec les mains, ça fait des pas dans la neige. Alors, évidemment, c'est assez efficace. Ou alors le plasticule. À un moment, il marche sur le plasticule, ça fait des crépitements de la friture. Et tu vas beaucoup au théâtre? Je vais voir pas mal de spectacles, ouais. Théâtre, spectacle vivant, d'une manière plus large, j'y vais de plus en plus.
Je sais que tu avais fait une série aussi de photos pour le théâtre de Gennevilliers qui s'appelait Spectateurs. Vous prenez en photo des spectateurs du théâtre, j'imagine, de Gennevilliers. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu dans ces spectateurs-là que tu ne trouves pas, par exemple, chez les spectateurs qui vont voir tes œuvres dans des galeries? Ça m'a étonné, je me suis dit, tiens, ça c'est une entrée. Ouais. En fait, c'est parce que le théâtre de Gennevilliers, donc, depuis que Pascal Robert a pris la direction, fait appel souvent à un photographe pour fournir des images pour la plaquette. Et en fait, j'ai aussi proposé ça en rapport avec ce qui avait été fait avant. Donc il y avait eu Valérie Jouve, puis Nan Goldin, qui avait photographié énormément les gens à Gennevilliers, les jeunes, les empreintes à la ville, à l'extérieur, etc. Et moi j'ai aussi réagi par rapport au temps que j'avais, au cahier des charges, aux moyens, aux possibilités, etc. Quand j'avais les portraits, j'ai proposé de photographier. Je crois que c'était dans la discussion en fait, parce qu'à Robert, à un moment, il a dit un jour il faudrait arriver à saisir les expressions des gens au moment où ils sortent de la salle, mais sans qu'ils s'en rendent compte, ce qui est donc impossible. Mais bon, et voilà, je crois que c'est parti de là en fait. On s'est dit, tiens, ça pourrait être en effet photographier les gens qui viennent à Gennevilliers, on a mis l'annonce dans la newsletter, et puis ceux qui sont portés volontaires. Mais en même temps, ça s'appelle spectateur, mais c'est. Oui, je pense que c'est la plupart des gens qui viennent voir le spectacle. Mais disons que c'est pas forcément leur statut de spectateur qui m'intéressait, c'était plus la possibilité de faire des portraits dans le théâtre, puisque c'était le décor n'existe plus, avec les gens qui étaient d'accord et qui avaient suffisamment de temps pour venir se faire photographier. Parce qu'on dit souvent quand même que les publics ne sont pas les mêmes. Enfin, on sait, quand on va voir un spectacle de danse, quand on va voir un spectacle de théâtre, quand on va voir une expo, on n'a pas l'impression que ce sont les mêmes. C'est pas les mêmes manières de se positionner, enfin même dans le corps, etc. Et puis l'attention n'est pas la même. Ouais. Mais ça, disons que l'attitude, le physique, enfin, ou la façon de se tenir, ça j'aurais du mal à dire si j'ai perçu une façon spéciale, une différence, mais souvent quand on a eu l'occasion de se parler un petit peu, on n'est pas trop pressé par le temps. Oui, j'ai eu l'occasion de parler des spectacles que j'ai vécu, etc. Et je me rends bien compte que c'est pas forcément le public que celui que je peux proposer. Ce que je me rappelle dans l'exposition de Pont, la place de la Concorde, par exemple, il y avait une collection de vidéos, mais c'était vraiment, tu proposais aussi une mise en scène et un peu de parcours. Enfin, dans nos souvenirs, c'est ça qui me marque. Autant que les œuvres qui étaient présentées, c'était l'aventure que tu nous avais proposée de nous promener par là, de s'arrêter ici, enfin, comme si cette temporalité-là aussi était mise en scène. Oui, il y avait toute une scénographie de l'exposition. Ça, c'est assez agréable de pouvoir le faire, comme d'ailleurs on le fait ici à Genève. Et c'est rare dans les expositions d'avoir vraiment cette possibilité de penser l'espace, de mettre en scène une vidéo, enfin, en tout cas de mettre en situation. Au Jupon, il y avait cette possibilité de tourner ensemble avec Nathalie Clière qui était sur l'exposition. C'est comme s'il y avait une double vie pour tes vidéos. Enfin, je sais qu'il y en a aussi qui sont disponibles sur Internet, donc, Oui. où tu ne contrôles absolument pas la manière, ou même dans tes livres, il y a Ping-Pong, je sais qu'il y a un DVD avec, donc quelque chose où on ne sait pas du tout comment ça va être vu, et puis d'autres où c'est mis en scène, même ici à la comédie. Combien de temps on s'arrêterait? Oui. Comme s'il y avait des spectateurs de vidéo et puis des spectateurs de la galerie. Mais la vidéo en même temps se prête à ça, c'est-à-dire que c'est un peu mon médium depuis quelques années. Dans les expositions, je montre des vidéos, donc il faut forcément réfléchir à la façon de les montrer, faire en sorte que le son soit audible, que l'image soit de bonne qualité. Enfin, comme je fais des films assez courts, il y a cette idée qu'on peut déambuler dans l'exposition et ne pas avoir l'impression de faire trop sur place parce qu'on passe d'une à l'autre, etc. Et en même temps, c'est pas vraiment des films qui sont...
c'est pas des installations, c'est pas pensé comme des installations. Quand j'ai l'occasion de pouvoir bien les montrer dans une expo et qui plus est avec quelqu'un dont le métier est de penser la scénographie, c'est génial parce que tout d'un coup, on invente aussi quelque chose ensemble. Mais c'est aussi un support qui est consultable sur écran. Et moi, j'ai jamais forcément été restrictive sur notre présentation. Il y a des artistes qui disent voilà, moi, ma vidéo, elle doit être montrée en telle dimension, avec tant de recul, etc. Moi, c'est pas tellement mon sujet, en fait. Donc, c'est assez bizarrement l'espace de l'exposition est une sorte de plus, en fait, qui est l'occasion à chaque fois de réfléchir, mais en même temps, j'aime bien m'adapter aux conditions de présentation. Il y a certaines vidéos que j'ai pu montrer sur écran petit, des fois plus grand, et aussi des consultations sur mon site, par exemple. Je voulais comme je sais qu'il y a des spectateurs aussi qui ont vu Au Sauvage, peut-être qu'on peut aussi ouvrir à des questions plus précisément sur le spectacle Au Sauvage. Si les gens qui veulent réagir par rapport à ça. J'ai une question. Votre père a lu votre livre? Bien sûr. Non, mais c'est pas vrai. Oui, bien sûr, il l'a lu, oui. En fait, comment? Et sa réaction? Oh, il est plutôt bienveillant, en fait. Il avait plutôt bien réagi, il était content pour moi. Enfin, non, ça s'est plutôt bien passé. Je lui en avais même parlé avant même de commencer. Il a pas mal d'humour, mon père, en fait. Donc, même au cours de l'écriture, il me disait alors, tu racontes pas trop de salade sur moi, etc. Enfin, et puis après, il était venu à la lecture que j'avais faite. Donc, il a lu, sur le moment, il avait relevé des choses, mais il m'avait dit, de toute façon, c'est ton livre, tu fais ce que tu veux. Et puis, il était finalement, ce qui retenait, c'est qu'il était content que je fasse un livre, qu'il soit publié. Ça a amélioré la relation? Ça l'a pas, en tout cas, ça ne l'a pas changé. Donc, ça, c'est un peu désespérant sur la façon dont l'art, finalement, ne change pas tellement les choses dans ma relation. Mais c'est comme ça. Il continue à poser toujours un peu les mêmes questions. Même question pour votre grand-père? Alors, non, mon grand-père, c'est un peu différent. Non, lui, il n'a jamais su même que j'avais écrit un livre qui s'intitulait Mon grand-père, parce qu'on n'était pas du tout proches, et puis c'était quelqu'un qui vivait dans un autre espace-temps, donc on n'a pas eu l'occasion même d'échanger. Et puis je crois que s'il avait lu, ça aurait peut-être été intéressant, mais je pense qu'il n'a jamais su que j'avais écrit un livre c'est pas vraiment sur lui, mais disons le titre. En fait, dans Mon grand-père, on apprend des choses sur le père. Oui, oui. Qui sont intéressantes. Oui, c'est déjà plongé dans la famille. En fait, ça s'appelle Mon grand-père, mais c'est pas forcément que sur mon grand-père. Ça commence par ça, et puis après, il y a tout. Et Au Sauvage, le titre est venu tout de suite. Non. Il y a beaucoup de spectateurs qui me posent la question, ou des gens à qui je parle du projet, qui me disent Au Sauvage, mais pourquoi? Il n'y en est pas question dans le livre. Ouais. En fait, non, j'avais un type de travail qui était différent, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs. Et en fait, au moment où voilà, j'ai remis à mon éditeur et je me suis dit il faut trouver un titre et tout ça, j'avais pas vraiment de titre. Je crois que mon titre de travail c'était MR en fait, les deux premières lettres de mon nom, ça faisait dessus. En fait, c'était pas un bon titre. Donc je me suis dit comment je pourrais l'appeler. Alors souvent dans les vidéos par exemple j'essaie de trouver un mot, une expression à l'intérieur du film, mais là ça marchait pas, enfin je trouvais rien qui me satisfasse. Et puis en fait assez vite je me suis dit mais en fait si je prends quelque chose qui est pour moi caractéristique, qui est vraiment lié à
père dans son quotidien, sa façon de s'habiller, etc., c'est son eau de toilette en fait. C'est vraiment, il a toujours porté au sauvage, encore maintenant, et puis en plus j'aime beaucoup sa eau de toilette, c'est un grand classique, un peu indémodable comme ça. Donc, et puis en même temps c'est vraiment lié à sa génération, enfin il me semble. Donc à toute une époque, en tout cas pour moi, c'est vraiment un souvenir olfactif d'enfance. Et voilà. Donc, plus il y a cette idée aussi de flow, évidemment ininterrompu. Après on peut partir sur oui, la cascade, le sauvage, j'en sais rien. Bon, mais en tout cas, au départ, c'est vraiment l'image du flacon posé sur l'étagère de la salle de bain. Et en effet, il n'en est pas question dans le livre, mais je me suis dit c'est. Enfin, donner comme titre le nom d'un parfum, il y a quelque chose qui est un peu immatériel, mais qui est pour moi très très fortement relié au souvenir, en fait. Les odeurs de l'enfance, des parents, les parfums que le parent porte, ou portait, etc. Donc, et agrumes citron. alors l'agrume c'est le surnom du personnage. Ouais. Ouais. Ça, je ne l'ai pas inventé, c'était vraiment son surnom. Et je trouvais que c'est un bon titre. Donc là, en revanche, c'était mon titre de travail et c'est resté le titre. J'ai deux petites questions par rapport à la vidéo dans le spectacle. Je voudrais d'abord savoir techniquement comment elles ont été obtenues, celles qui sont projetées. Et ensuite, pourquoi avoir intégré la vidéo dans ce spectacle? Quels sont les enjeux? Je vais me permettre de répondre. La première question technique, juste. En fait, c'est un dispositif qui a été développé par le vidéaste qui s'appelle Jérémy Scheiber, qui en fait se trouve, il est assis au premier rang de toutes les représentations et il a une petite caméra et il filme la comédienne dans sa boîte. Ça, c'est voilà ce qu'il fait. Il appuie sur enregistrer et il enregistre. Et en fait, il est face à elle et l'image de la comédienne est projetée derrière la comédienne. Comme si si quelqu'un était là devant, il peut projeter par derrière. Ce qui fait que ce que vous voyez au début, là, l'espèce d'ombre, le halo, comme vous disait Valérie, c'est en fait sa propre image. Ce qui fait que quand elle lève le bras, vous voyez, ça fait comme une espèce de déco. Hein. Et du coup, c'est là-dessus, c'est ça qui a donné l'idée à Jérémy d'appeler cet effet du Larsen vidéo. C'est un peu le même système que dans le son, si vous parlez dans un micro trop près de l'enceinte, en fait, ça fait une boucle et ça devient fou, vous savez, ça hurle comme ça. Et c'est pareil avec l'image. Si l'image que vous êtes en train de filmer, vous la reprojetez en même temps, ça fait cette espèce de... Voilà, toutes les couleurs sont saturées, ça va très rapidement. Donc voilà, ça c'est le système très simplement raconté. Après, Jérémy travaille sur le zoom, le dézoom, les couleurs, la saturation des couleurs, tout ça, donc c'est assez précis, en fonction aussi des lumières qui sont projetées. De l'éclairage qui est ici par Kevin Lebars. Pourquoi il y a ça? On ne sait jamais comment les idées elles arrivent pour les spectacles. Dans le processus de travail, on s'est réunis autour de la table avec les différents collaborateurs avec qui je travaille et on a mis la pièce, le texte au milieu et on a commencé à lancer des idées de comment c'était, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça évoque. Et moi qui avais un peu plus d'avance que sur ce projet-là, puisque j'avais la pièce avec moi, je leur ai montré aussi des images, des choses comme ça. Et puis, voilà, au fur et à mesure, les idées arrivent, ça se construit, et puis on arrive à ça. Ce qui est sûr maintenant que je vois le spectacle, c'est que cette histoire de Larsen vidéo, quand même, ça évoque pour moi certaines choses qui sont contenues dans le texte, sur la question du double, par exemple. Il y a quelqu'un qui se regarde, quelqu'un qui considère les choses, comme le moment où l'auteur s'est assis et s'est dit, bon, moi, je vais regarder quelques années en arrière tout ce qui m'a été dit. Donc la question du double me parle, la question du fantomatique, la question d'avoir, comme dit Valérie Mregen, quelqu'un tout le temps avec soi, cette chose-là. Cette chose de, ouais, je serai toujours là, ça c'est quand même quelque chose qu'on arrive à illustrer d'une manière un peu fine avec cet effet vidéo. La question du double, la question du fantomatique, parce que je crois que la question du fantomatique revient dans beaucoup de pièces, même vidéo, de Valérie. Après, effectivement, très concrètement, c'était délicat parce que Valérie
sait très bien faire de la vidéo, un geste très défini en vidéo. Pas du tout ce genre de choses. Et donc voilà, donc, il fallait... et très rapidement aussi, je ne voulais pas une vidéo illustrative, ça c'était sûr. On a essayé, hein, c'est-à-dire vraiment qu'on a filmé quelqu'un, on l'a projeté derrière avec un gros visage, c'était le papa. Et on a essayé, un peu comme dans la vidéo de Michel et Aurore, vraiment d'avoir les deux personnages. Et ça marchait pas du tout, enfin, c'est-à-dire que le projet, il est de mettre quelque chose de très concret à l'intérieur d'un espace abstrait. Ça vraiment, cet écart-là, la friction entre un texte qui parle de choses du quotidien dans un environnement qui va ouvrir l'imaginaire, quelque chose de beaucoup plus féerique, d'une certaine manière. Ça, c'était à l'origine du projet, ça c'est sûr. Donc trouver la manière d'utiliser la vidéo, non pas comme un endroit d'arrêt de l'illustration, c'est-à-dire l'illustration, pour moi, ça arrête l'imaginaire, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit quand on lit des images d'Épinal, quoi. Si vous voyez une image d'un champ, bah, vous voyez le champ, puis ça s'arrête là, quoi. Ça ne peut pas... Et donc là, l'idée, c'était de proposer quelque chose qui ouvre. Voilà. Et je me suis interrogée en particulier au moment du gros plan sur le visage. Enfin, pourquoi gros plan C'est plus directement si on parle de l'écriture du spectacle. Le texte de Valérie est écrit, bah, c'est des fragments, hein, il n'y a aucune indication, hein, c'est pas comme une pièce de théâtre qui dirait il faut quelqu'un qui parle ou quoi que ce soit, c'est une succession de fragments empilés, quoi. Il y a le même espace entre chacun des fragments, les fragments sont plus ou moins longs, mais en gros, voilà, vous avez une collection de fragments. À l'intérieur de tout ça, j'avais envie de restructurer les choses, c'est-à-dire d'imaginer qu'il y a un parcours, comme quand on lit le livre, au fur et à mesure, bah, comme les fragments, ça s'empile, et puis nous on se raconte, on commence à avoir une idée un petit peu plus précise du personnage qui entend ces mots-là. C'est-à-dire on se dit, ah bah c'est une femme, ah c'est une femme qui est plutôt jeune, c'est une femme qui a l'air un peu comme ci, qui a l'air comme ça. Enfin, au fur et à mesure, l'image elle se précise. Ça pour moi c'est un parcours de lecteur ou de lectrice. Dans à peu près tout ce que vous lisez, au fur et à mesure, quand même, ça se constitue, et plus précisément en fonction des descriptions qui sont faites dans le livre. Mais l'image se pose, très clairement, comme elle se révèle ou elle se pose. Et j'avais envie de proposer le même parcours pour la comédienne. C'est-à-dire qu'au tout départ, elle subit les images d'une certaine manière, elle fait ça et elle ne se rend pas bien compte, en fait. Et à un moment donné, elle va sortir de la boîte, de l'espace, et elle va regarder sa propre image. Et à partir de ce moment-là, elle va pouvoir jouer avec, elle va pouvoir définir, proposer, commenter, indiquer, jusqu'à ce que même elle se retourne vers le vidéaste qui est au premier rang et lui dire mais viens par ici, quoi. Vraiment qu'elle agisse sur les choses jusqu'à ce qu'une fois qu'elle a fait ça, elle peut repartir. Voilà, et ce mouvement-là me paraissait juste pour le texte. Pour moi, ce texte parle quand même même s'il est toujours là, le père, et que ça continue, quand même, le fait de s'arrêter à un moment donné, le simple fait que l'année 396 et pas 17, c'est quand même, ok, bah, je m'arrête là. C'est-à-dire que je peux regarder, considérer, mettre ça dans un livre, et que ça existe en tant que tel, que c'est un objet qu'on regarde. Pour moi, c'est ma propre projection, mais je crois que l'acte littéraire est un acte qui s'arrête. Enfin, il y a un point à la fin de ce dernier fragment, et ça l'arrête, et puis Valérie l'a donné à un éditeur, il en a fait un livre, et c'est un objet qu'on peut regarder, consulter, porter. Et j'avais envie que le personnage qui prenne la parole aussi se dise, voilà ce qui s'est passé, on a partagé ça, ça a duré 1 heure, et voilà, je peux le regarder de loin. Ce qui ne veut pas dire que ça s'arrête, hein, puisque le battement continue, et la musique part au loin, mais elle reste très longtemps quand même. Puis après, ça continue dans la tête des spectateurs. D'autres questions? Bah, merci beaucoup. Merci Valérie. If I give my heart to you, will you handle it with care? Will you always treat me tender?